22 épisodes. Octobre 1990 à juillet 1991. C'est la saison où les Simpsons décident vraiment de ce qu'ils sont. La saison 1 avait surpris tout le monde. Elle avait posé des bases, mais elle cherchait encore. Les personnages n'étaient pas encore pleinement eux-mêmes. La saison 2 change ça. Homer n'est plus juste un raté sympathique. Il devient quelqu'un avec une vraie vie intérieure. Bart n'est plus juste un rebelle indestructible. Il pleure, il doute, il échoue. Lisa trouve son épisode fondateur, celui qui va définir le personnage pour toujours. Et Marge commence à exister en dehors de son rôle de mère et d'épouse. Mais ce qui me frappe le plus dans cette saison, c'est l'explosion des personnages secondaires. Quimby, Brockman, Hutz, Troy McClure, Willy, Hibert, Frink. Ces personnages débarquent en saison 2 et ils ne repartiront plus jamais. Ils transforment Springfield. De décor, elle devient une ville, avec ses institutions, ses archétypes, ses absurdités propres. Et du côté des gags, c'est aussi une saison de transition. On passe de gags qui interrompent l'histoire à des gags qui la servent. L'absurde devient structurel, la satire devient plus précise, plus ciblée. Et pour la première fois, la série mélange vraiment le rire et l'émotion dans la même scène. Visuellement, la saison 2 est plus stable, plus maîtrisée que la première. L'animation gagne en expressivité, les expressions des personnages se nuancent. Et personnellement, j'aime particulièrement les jeux d'ombre de cette saison. Certains plans ont une atmosphère que je ne retrouve pas vraiment ailleurs dans la série. Une douceur légèrement inquiète, quelque chose entre le chaud et le froid. Cette saison, elle remporte aussi l'Emmy Award du meilleur programme d'animation, premier de l'histoire pour une série d'animation prime time. Mais l'award ne dit pas tout. Ce qui compte vraiment, c'est ce qu'elle a construit. Elle a prouvé que les Simpsons pouvaient être grands, et cette preuve-là, elle a tout changé pour la suite. La saison 1 avait surpris tout le monde. Personne n'attendait ça d'un dessin animé en prime time. Mais la saison 2 doit faire quelque chose de plus difficile encore. Elle doit confirmer, sans se répéter, sans perdre ce qui avait fonctionné. Et ce que je trouve remarquable, c'est qu'elle y arrive. Elle ne fait pas que confirmer. Elle élève. Les commentaires des DVD sont révélateurs sur ce point. Al Jean et Mike Reyes expliquent qu'en saison 2, l'équipe commence vraiment à se connaître. Ils savent ce que chaque personnage peut porter, ils savent quelle histoire la série peut raconter, et cette confiance, elle se sent à l'écran. Le nouveau générique de la saison 2, c'est un détail qui dit beaucoup. En saison 1, Bart volait un panneau dans la rue, un acte isolé, anonyme. En saison 2, il slalome sur son skateboard entre les personnages de la série. Il est chez lui, entouré d'un monde qui existe désormais vraiment. Et techniquement, ce générique existe en 3 longueurs différentes. Une version longue, une moyenne, une courte. Ce qui donne aux scénaristes plus de flexibilité sur la durée des épisodes. Ce n'est pas anodin, c'est une liberté créative supplémentaire. Il y a un choix de production que je trouve très révélateur. Le premier épisode produit pour la saison 2 n'est pas celui qu'on voit en premier. Sous le signe du poisson a été produit en premier. Mais les producteurs ont décidé d'ouvrir la saison sur Aide-toi, le ciel t'aidera. Pourquoi ? Parce que Bart était le personnage le plus populaire à l'époque. Et ils voulaient commencer fort, avec un épisode centré sur lui. Ce choix dit quelque chose sur leur lucidité vis-à-vis du public. Ils savaient exactement ce qu'ils faisaient. La saison 2 remporte l'Emmy Award du meilleur programme d'animation. C'est la première fois qu'une série d'animation primetime remporte cet award, et je pense que c'est important à souligner. Pas parce que les récompenses définissent la qualité, mais parce que ça dit quelque chose sur ce que la série représentait en 1991. Elle n'était plus une curiosité, elle était une référence. En saison 1, Homer est drôle, mais il est surtout un support à gag. En saison 2, quelque chose change fondamentalement. Homer devient un personnage avec une vraie vie intérieure, et 3 épisodes en particulier illustrent cette transformation. Dans Simpson et Dahlia, Homer fraude son assurance pour obtenir un produit capillaire. Et ce que j'aime dans cet épisode, c'est qu'il ne parle pas de cheveux, il parle de la façon dont le regard des autres nous transforme. Homer avec des cheveux est traité différemment par Burns, par ses collègues, par lui-même. Et la question est vertigineuse. Est-ce qu'Homer était capable de plus depuis le début ? Ou est-ce que c'est uniquement le regard extérieur qui le change ? John Vitti, le scénariste, a écrit un épisode qui pose une vraie question philosophique, déguisé en comédie sur la calvitie. Dans un poisson nommé Fogu, Homer croit qu'il va mourir dans 24 heures. Et ce que les scénaristes font avec ça, c'est brillant. Ils ne font pas un épisode sur la peur de la mort. Ils font un épisode sur ce qu'Homer choisit de faire sur ses dernières heures. Ce qu'il choisit dit tout sur lui, sur ses priorités réelles, sur ce qu'il aime vraiment. C'est l'un des épisodes les plus révélateurs sur Homer dans toute la série. Et la fin, quand il réalise qu'il n'est peut-être pas mort après tout, est d'une justesse rare. Dans Fluctua Homer Giture, Homer découvre qu'il a un demi-frère, Herbert Powell, riche, accompli, respectable,
tout ce qu'Homer n'est pas. Et c'est Sam Simon, l'un des showrunners, qui a suggéré Danny DeVito pour le rôle. C'était le bon choix. DeVito donne à Herbert une chaleur et une mélancolie parfaite. Ce que j'aime dans cet épisode, c'est qu'il confronte Homer à lui-même. Qu'est-ce qu'Homer aurait pu être dans d'autres circonstances? La série ne répond pas, elle pose la question, et elle la laisse ouverte. Et ça, c'est une écriture courageuse. Bart en saison 1, c'est le roi du détachement ironique. Rien ne l'atteint vraiment, il s'en sort toujours avec le sourire. En saison 2, la série lui retire son armure, et c'est la meilleure chose qu'elle pouvait faire. Dans Aide-toi le ciel t'aidera, j'ai analysé cet épisode en détail dans une vidéo dédiée, mais ce qu'il faut retenir ici, c'est ce qu'il dit sur la construction du personnage. Les scénaristes avaient décidé dès le départ d'ouvrir la saison sur cet épisode, alors qu'il n'était pas le premier produit. Ce choix dit quelque chose. Il voulait montrer immédiatement que Bart avait évolué, qu'il n'était plus juste un gamin rebelle, qu'il avait des peurs réelles. Et cette décision de montrer Bart en larmes dès le premier épisode de la saison, c'est un signal envoyé aux spectateurs. Les Simpsons allaient plus loin désormais. Dans la fugue de Bart, Bart s'enfuit de chez lui le soir de Thanksgiving, et ce qu'il trouve dehors c'est la vraie misère, des sans-abri, de la solitude. Il donne son sang pour manger, il s'effondre dans la rue. Cette scène aurait pu être grotesque, elle est bouleversante, et le retour à la maison ne passe pas par un grand discours. Il rentre, la famille est là, et ça suffit. C'est une écriture qui fait confiance à l'émotion sans l'expliquer. Dans le saut de la mort, Homer essaie de sauter lui-même un ravin en skateboard, pour montrer à Bart ce que ça fait vraiment, pour le protéger. Il échoue, brutalement, plusieurs fois. Et cette image d'Homer qui se sacrifie physiquement pour son fils, elle change quelque chose dans la relation entre les deux personnages. Ce n'est pas un gag, c'est un acte d'amour maladroit et sincère. Lisa en saison 2, c'est la grande révélation pour moi. Il y a une histoire de production derrière son meilleur épisode qui est fascinante. Dans Mon prof, ce héros, la maîtresse de Lisa est malade. Monsieur Bergstrom la remplace, doublé par Dustin Hoffman, sous le pseudonyme Sam Ethick. Parce qu'en 1991, un acteur de cinéma sérieux dans un dessin animé s'était risqué pour sa carrière. Le script est crédité à John Vitti, mais dans les commentaires DVD, Vitti dit quelque chose de frappant. Il dit que c'est James L. Brooks qui est la vraie force derrière l'épisode. Brooks a écrit non seulement le traitement, mais des répliques spécifiques, notamment le mot que Bergstrom glisse à Lisa avant de partir. « Tu es Lisa Simpson ». Et Vitti a confié qu'il regrettait d'avoir raté le point d'exclamation de la version originale de Brooks. Brooks était tellement impliqué que le tournage a été inhabituel. Il a demandé que Dustin Hoffman et Hurley Smith enregistrent leurs scènes ensemble en studio, face à face, comme dans une vraie pièce de théâtre. Et ça s'entend. Leur dynamique est différente de tout ce qu'on avait vu dans la série jusque-là. Vitti a dit que tout le monde s'était défaussé sur lui pour écrire cet épisode difficile. Et Matt Groening lui-même a reconnu que Mon prof, ce héros, leur avait fait comprendre ce que la série pouvait vraiment faire. Marge est peut-être le personnage qui évolue le moins vite en saison 2, et je trouve ça honnête, parce que sa situation est la plus complexe. Elle est celle qui tient tout, et quand on tient tout, on évolue moins vite. Dans Le pinceau qui tue, Marge reprend la peinture, et ce que j'aime dans cet épisode, c'est qu'il lui donne quelque chose à elle, pas à Homer, pas aux enfants, à elle. Son talent est réel, Burns la remarque. Ringo Starr la remarque. Et la série ne minimise pas ça, elle le prend au sérieux. C'est un épisode rare dans la série, un épisode où Marge gagne. Dans la guerre des Simpsons, Homer ruine la soirée de Marge, et le couple part en thérapie chez le révérend Lovejoy. Homer n'a qu'une obsession, pêcher le général Sherman, ce poisson-chat légendaire de 200 kilos. Marge veut sauver son mariage. Homer veut un poisson. C'est une satire précise du couple qui ne parle plus vraiment, et la résolution n'est pas idéale. Elle est honnête, ce qui est beaucoup plus intéressant. C'est peut-être la contribution la plus durable de la saison 2. Pas les épisodes les plus mémorables, pas la meilleure écriture, mais la construction d'un univers secondaire complet. En saison 2, Springfield cesse d'être un décor, elle devient une ville. Quimby débarque dès le premier épisode de la saison, et il arrive déjà complètement formé. Aucune hésitation dans son écriture. L'accent Kennedy, la corruption assumée, l'incompétence en costume. Ce que j'apprécie dans ce personnage, c'est sa précision satirique. Il n'est pas juste un politicien corrompu générique, il est une cible très précise, le mythe Kennedy. C'est Amérique qui a élevé une famille politique au rang de royauté, et la série la démonte avec un accent exagéré et des décisions absurdes. C'est de la satire intelligente, déguisée en gag récurrent. Ken Brockman est introduit en saison 2 comme le visage du journalisme local, et immédiatement, la série sait quoi faire de lui. Il incarne tout ce que la série pense du journalisme américain, la forme avant le fond, le spectacle avant l'information, la complaisance avec le pouvoir,
le sourire professionnel qui cache le vide. Ce que je trouve fort, c'est que Brockman n'est jamais stupide. Il est compétent dans ce qu'il fait. Ce qu'il fait est juste fondamentalement creux. Et cette nuance, elle est importante. Lionel Hutz fait sa première apparition dans Toute la vérité, rien que la vérité, et Phil Hartman lui donne immédiatement une identité inoubliable. Hutz est incompétent, opportuniste, légèrement désespéré, mais il a une chaleur étrange qui le rend attachant malgré tout. Ce que la série fait avec lui, c'est une satire précise des avocats ambulanciers. Ces avocats qui apparaissent après un accident avec leur carte de visite, qui promettent des millions et livrent des plaidoiries catastrophiques. Hutz va faire 24 apparitions dans la série, toujours avec Phil Hartman, jusqu'à l'assassinat de Hartman en 98. Après ça, le personnage disparaît, définitivement, par respect. Troy McClure, c'est la même saison 2, le même Phil Hartman, ancien acteur hollywoodien reconverti dans les publicités bas de gamme. Il commence toujours de la même façon. Bonjour, je suis Troy McClure. Vous vous souvenez peut-être de moi dans suivi d'une liste de films que personne n'a jamais vus. Ce gag de répétition, il va fonctionner des dizaines de fois dans la série, parce qu'il est parfaitement construit, et parce que Phil Hartman le livre toujours avec le même enthousiasme sincère. C'est ça le génie de ce personnage. Il est conscient d'être has-been, et il fait semblant de ne pas l'être, avec une dignité touchante et légèrement pathétique. Willie arrive en saison 2 et apporte quelque chose d'unique, une énergie brute, une rage permanente, un accent écossais qu'on ne peut pas ignorer. Ce que j'aime dans Willie, c'est qu'il échappe à toute catégorie. Il n'est pas un personnage satirique au sens strict. Il n'est pas là pour critiquer une institution. Il est là pour exister, pleinement, avec une intensité ridicule et magnifique. Et ça, la série en avait besoin. Pas tous les personnages secondaires n'ont besoin d'un message. Parfois, la pure présence suffit. Je pourrais passer une heure à analyser chaque nouveau personnage de la saison 2. Le Dr Hibbert et son rire qui arrive toujours au mauvais moment. Le professeur Frink et ses inventions qui ne fonctionnent jamais vraiment. Maud Flanders, Bill et Marty à la radio. Mais ce qui compte, c'est ce qu'ils font collectivement. Ensemble, ils transforment Springfield. De décor, elle devient une communauté. Avec ses institutions, ses archétypes, ses absurdités propres. Et cette communauté, elle va porter la série pendant des décennies. Le premier Horror Show apparaît en saison 2, et avec lui Kang et Kodos. Ce que j'aime dans ce premier Horror Show, c'est son ambition. 3 segments, 3 genres différents, 3 tons différents. Et James Earl Jones, la voix de Dark Vador, qui narre le segment sur Edgar Allan Poe, un poème classique du 19e siècle, dans un dessin animé satirique, en 1990. C'est une décision éditoriale audacieuse, et elle fonctionne parfaitement. La série dit dès sa saison 2 qu'elle n'a pas de plafond culturel, qu'elle peut aller chercher Poe, qu'elle peut se permettre James Earl Jones, et que tout ça peut coexister avec des aliens qui veulent manger les Simpsons. C'est un point que je veux vraiment creuser, parce que les gags de la saison 2 ne ressemblent pas aux gags de la saison 1, et cette différence est révélatrice de l'évolution de la série. En saison 1, les gags sont souvent isolés. On est dans une scène, un personnage dit quelque chose de drôle, on rit, et on reprend l'histoire là où elle s'était arrêtée. Le gag interrompt la narration. Il ne la sert pas. C'est une écriture comique classique, honnête, mais limitée, et on le sent parfois dans la saison 1. Des moments où on rigole mais où le rythme se brise. En saison 2, quelque chose change dans l'écriture comique. Les gags commencent à servir l'histoire, à en faire partie. Le meilleur exemple, c'est la chute dans le ravin dans le Sceau de la mort. Homer dégringole dans un ravin. L'ambulance repart avec lui. Et il retombe. C'est hilarant, mais c'est aussi le point culminant de la relation Homer-Bart dans l'épisode. Le gag et l'émotion, les deux sont inséparables. Et d'ailleurs, une légende urbaine dit qu'Homer tombe 2 fois dans le ravin. En réalité, la deuxième chute dans l'ambulance n'était pas dans l'épisode original, et ce n'était pas non plus l'intention des scénaristes au départ. Ce que je trouve vraiment différent en saison 2, c'est l'utilisation de l'absurde. En saison 1, l'absurde était occasionnel, un moment par-ci, un moment par-là. En saison 2, il devient structurel. Il fait partie de la façon dont la série regarde le monde, humour, cœur et absurdité. Les trois ensemble pour la première fois vraiment. En saison 1, la satire est présente, mais encore approximative. En saison 2, elle est affûtée, elle sait où elle vise. Burns se présente aux élections, c'est de la satire politique directe, claire, efficace. Dans Tous à la manif, la série attaque la censure dans les médias, et elle le fait avec une sophistication rare pour une série familiale. Elle défend la liberté artistique tout en comprenant l'argument adverse. Et ça, c'est de la grande satire. Ce qui me frappe le plus dans les gags de la saison 2, c'est l'apparition
l'apparition de ce que j'appellerais le gag émotionnel, un moment qui fait rire et qui touche en même temps, qui ne fonctionnerait pas sans les deux. La scène avec Otto dans Aide-toi le ciel t'aidera en est l'exemple parfait. On rit parce qu'Otto est complètement hors sol, mais on rit aussi parce que ce contraste avec le stress de Bart dit quelque chose de vrai. La saison 1 n'avait presque pas ça. La saison 2 en produit plusieurs exemples, et c'est cette capacité qui va définir les grandes saisons à venir. Entre la saison 1 et la saison 2, la progression visuelle est réelle. Les personnages sont plus stables dans leurs proportions. Les expressions faciales sont plus précises, plus nuancées. Homer a un visage qui se rapproche de ce qu'on connaîtra dans les grandes saisons. Il y a quelque chose de visuellement que j'aime particulièrement dans cette saison. Les jeux d'ombres. Certains plans ont une profondeur qu'on ne voyait pas vraiment en saison 1. Des ombres sur les visages. Des contrastes entre des intérieurs sombres et des extérieurs lumineux. Ça donne à certains épisodes une atmosphère presque cinématographique. Un exemple que je trouve frappant. Certains plans nocturnes dans La fugue de Bart, la façon dont la lumière traite les sans-abri, l'obscurité des rues de Springfield la nuit, et c'est beau. Et c'est volontaire. Et surtout, il y a une chose que je remarque en saison 2. Le directeur Rich Moore commence à utiliser l'animation pour raconter. La façon dont Lisa regarde Bergstrom partir, la façon dont Homer réagit quand il apprend qu'il n'est pas mort. Ce ne sont pas juste des expressions, ce sont des performances. En saison 2, Springfield commence à être cohérente visuellement. On reconnaît les lieux, le bar de mots, le Kiwik E-Mart, l'école, la centrale, et chaque lieu a une identité visuelle propre. Le bar de mots est sombre et crasseux, parce que c'est un endroit de fuite et de misère douce. La maison des Simpsons est chaude, bordélique mais accueillante. Ces choix ne sont pas accidentels, ils accompagnent l'émotion de chaque lieu, et ils créent une cohérence visuelle qui renforce l'univers. La saison 2 commence à construire quelque chose que la série va perfectionner. L'idée qu'il y a toujours plus à voir que ce que le plan principal montre. Des personnages en fond qui ont leur propre vie. Des détails qui contredisent ce que dit le dialogue. Ce deuxième niveau de lecture, il récompense l'attention. Il donne envie de revoir les épisodes. Et il crée une densité comique unique à l'époque à la télévision. La saison 2 est sous la direction de Matt Groening, James L. Brooks et Sam Simon. Et sur les DVD, ils sont très transparents sur leur tâtonnement de l'époque. Al Jean et Mike Russ expliquent ouvertement leur fierté pour cette saison. Une fierté qu'ils n'avaient pas pour la saison 1. Il y a quelque chose que je trouve fascinant dans la genèse de cette saison. Les scénaristes voulaient avant tout écrire des gags en couches, des constructions comiques complexes. Et James L. Brooks tirait dans l'autre sens, vers l'émotion, vers la sincérité. Cette tension entre les deux approches, elle est documentée. Les scénaristes étaient parfois frustrés par les demandes sentimentalité de Brooks. Il préférait construire des structures comiques sophistiquées. Matt Groening a dit une phrase après la diffusion de Mon prof ce héros. Une phrase simple, mais qui résume tout. Regardez ce qu'on peut faire. C'est ça l'héritage de cet épisode, et de la saison 2 en général. Les Simpsons en saison 2 ont réalisé qu'ils n'avaient pas de plafond, qu'ils pouvaient faire rire et pleurer dans le même épisode. La saison 2 des Simpsons, quelle note je lui donne? C'est une saison solide, pas parfaite, mais solide. Elle a des épisodes brillants, Mon prof ce héros, Un poisson nommé Fugu, Le saut de la mort, mais dans l'ensemble, ce qu'elle a fait, elle le fait bien. Elle construit, elle pose des bases, elle transforme des archétypes en personnages réels, elle crée un univers secondaire qui va durer des décennies, et elle prouve, une fois pour toutes, que les Simpsons pouvaient être grands. La saison 3 va en tirer les conclusions et devenir légendaire, mais sans la saison 2, la saison 3 n'existerait pas. Et ça, c'est suffisant pour la respecter profondément. Voilà pour cette analyse de la saison 2. Dites-moi dans les commentaires quel est votre épisode préféré de cette saison. Et si vous voulez qu'on analyse un épisode en particulier en détail, je lis tout. À très bientôt.